La quotidienne vous est présentée par Microsoft. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on vous parle souvent de parentalité à partir de l'âge où les enfants entrent à l'école. On va s'intéresser aujourd'hui à ce qui se passe avant et au moment où l'enfant paraît. On va le faire autour du beau documentaire Naître mère de Cécile Kindria et Armelle de Roquigny. Elles sont les invitées du Grand Oral. L'anti-sèche de Guillaume Buan-Lantiège, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Et cet anti-sèche s'appuie sur une actualité toute simple, un anniversaire. On souffle la première bougie de la Cité internationale de la langue française. Et puis, comme chaque semaine, rendez-vous en fin d'émission avec Célie Luton. On pousse les portes de sa librairie. Avec elle, nous allons repartir au Moyen-Âge avec des conseils de lecture pour les enfants et les adolescents. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Cécile Kindria, Armelle de Roquigny, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous avez réalisé le documentaire Naître mère qui vient d'être diffusé sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Il est désormais accessible sur la plateforme France.tv. Tiens, la meilleure façon d'en parler, c'est déjà de regarder la bande-annonce. C'est un carnage. Allez, on lâche rien. Allez, oui. Oui, c'est ça, Alexia. Oui, c'est ça. C'est votre bébé qui arrive. Cécile, Armelle, vous écrivez dans le dossier de présentation de ce documentaire, aucune de nous ne s'attendait à cette tornade. Et cette tornade, c'est l'arrivée d'un bébé. La naissance de ce documentaire, avant de naître mère, il y a naître documentaire, c'est une discussion entre vous, jeune maman à l'époque. En fait, ça commence parce que moi, je tombe enceinte un peu avant Armelle. Ouais. Et moi, ma mère a eu 5 enfants. Donc, je m'étais dit, un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Elle m'en a jamais parlé. Puis, le bébé arrive. Et alors là, j'avoue que j'hallucine totalement. Mon copain aussi. Et j'en parle à ma sage-femme en lui disant, c'est quoi cette histoire ? Personne ne m'a jamais dit. Alors, personne ne m'a jamais dit quoi ? Mais personne ne m'a jamais dit ce chamboulement, cette angoisse, cette fatigue, les tensions que ça crée dans le couple, dans la vie. C'est un chamboulement immense. Et elle m'a dit, mais oui, vous avez raison, on n'en parle jamais, c'est un peu tabou, vous devriez faire un documentaire, vous êtes journaliste. Et quelques mois après, Armelle m'annonce qu'elle est enceinte. Et là, moi, donc, Cécile me dit, tu vas voir, c'est quelque chose d'incroyable, de bouleversant, et personne ne nous en parle. Et moi, je me dis, bon, elle est sympa, Cécile, mais elle se pose sans doute beaucoup trop de questions. Oui, elle est compliquée, Cécile. Elle se pose beaucoup de questions. Et pareil, ma mère a 4 enfants, elle a toujours dit que c'était merveilleux, que c'était sublime, bon, ben voilà. Et en fait, là, j'accouche. Et là, je me dis, je suis retournée voir Cécile, et je lui dis, en fait, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à dire. Vous avez tout de suite prononcé le mot angoisse. Il y a bien quelque chose qui traverse les 52 minutes de ce documentaire, c'est l'inquiétude. Devenir mère, c'est en premier lieu voir sourdre une angoisse qui, au fond, ne vous a peut-être pas quitté alors que vos enfants ont un peu grandi et ne vous quittera probablement jamais. C'est ça, je pense. C'est cette découverte-là. Moi, je dis souvent, en fait, avant, j'avais des petites inquiétudes comme ça, de la vie. Et en fait, maintenant, j'ai des angoisses profondes. J'ai l'impression que tout peut s'effondrer. En fait, tout est concentré sur cette tête. Comment il va ? Est-ce qu'il a chaud ? Est-ce qu'il a froid ? Est-ce qu'il va bien ? Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais sans doute mal ? Et en effet, en fait, donc ça nous submerge complètement au début parce que c'est tout nouveau et que c'était un tout petit être. Mais en fait, en tout cas, moi, ma fille a 4 ans et demi et ça ne nous quitte pas. Et on sent que c'est un autre état. On est devenu une autre personne. On apprend à vivre avec l'angoisse. C'est ça. Cette histoire, vous la racontez à travers... alors, j'allais dire, ce personnage, c'est un être humain, une personne, mais qui est aussi le personnage du documentaire. Alexia, 26 ans au moment du tournage. Comment vous l'avez trouvée, Alexia ? Parce qu'elle a quand même accepté d'être suivie par des caméras, tout le temps, quoi. En fait, on a mis des annonces chez les sages-femmes, les gynécos, en Dijon.
Et on a eu des appels, des retours, et après on leur a expliqué le concept. Et il faut dire que peu de gens ont vraiment voulu faire le film. Mais Alexia, dès le début, elle était partante, elle a été assez extraordinaire parce qu'elle nous a vraiment laissé filmer tout le temps. On dormait chez elle, on habitait chez elle, on était là pendant tout l'accouchement. Et à aucun moment, on lui avait dit, il y a un moment, si tu en as vraiment marre, tu peux nous dire. Tu dis stop, quoi. Et elle l'a jamais dit. Elle a été vraiment extraordinaire et très très courageuse parce que la problématique pour beaucoup de mamans, c'était de dire, c'est une battante. Vous avez choisi un personnage de battante. Et le problème souvent, c'est de dire le côté négatif parce qu'on se sent mauvaise mère en fait. C'est ça. Et elle n'a pas eu peur de. Non. Parce qu'on était très transparente avec elle, en amont, sur les nécessités. C'est une grossesse un peu à rallonge, le terme est dépassé, et un des premiers moments de tension dans le film, c'est qu'elle est placée par la médecine devant la responsabilité de choisir si on déclenche ou pas. Et ça aussi, c'est quand même assez terrible, je ne sais pas si on vous le dit avant, c'est parce que la médecine pourrait vous dire, faites ci, faites ça, c'est ce qu'on attend d'un docteur. Là, non. Exactement. Prenez votre risque. Exactement, c'est exactement ça, et c'est exactement ce qui l'a perturbée en premier, parce qu'elle a eu une grossesse assez facile, et là, elle s'est dit, en fait, je suis face à mon médecin qui devrait m'aiguiller et qui laisse cette responsabilité entre mes mains, alors qu'en fait, je n'en sais rien. Et elle pose d'ailleurs des questions à lesquelles on lui répond un peu sèchement, hein, alors qu'elle est... Ah oui, elle fait sympa, la sage-femme. Non, c'est une gynécologue, mais oui. C'est la gynéco, d'accord, ok. Ouais. Et d'ailleurs, elle dit, mais en fait, je n'en sais rien, et c'est pour ça qu'elle perd un peu pied, parce que on ne sait rien et on ne nous aiguille pas toujours très bien. Et on ne vous aiguille pas non plus très bien juste après la naissance. Il y a un tas de prescriptions qui pèsent sur les femmes quand elles deviennent mères. Et alors celle que vous reprenez, mais qui remonte à l'Antiquité, elle a trait à l'allaitement. Et donc par exemple, elle va voir sa mère, hein, donc un peu comme vous dites que vous-même vous avez eu des mères qui ont eu plein d'enfants, j'imagine que vous avez appelé pour leur dire on fait quoi. Sauf que ça a changé. Exactement. À l'époque, je me souviens qu'à l'époque de ma mère, on n'allaitait pas non plus. Ouais. Et c'est ce qu'elle a l'air de dire la mère d'Alexia. Sa mère lui disait non, mais t'es pas une vache. On n'est pas des vaches, exactement. Ouais, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, l'allaitement, c'est faut absolument le faire. On se sent hyper mal. D'ailleurs, souvent quand on parle à des mamans, c'est qu'elles disent l'allaitement a été très dur à faire, je me sentais tellement coupable, alors qu'à l'époque de nos parents, je pense qu'ils n'essayaient même pas. Donc il y a vraiment un changement aussi dans la façon d'être mère aujourd'hui par rapport à. J'imagine que ça change tout le temps depuis des décennies. Ça change. Et cette culpabilité qui rôde, puisqu'Alexia est obligée de renoncer, elle ne peut pas, et elle dit je m'en veux. Alors que nous, quand on regarde, on a envie de lui taper sur l'épaule en disant mais non, il ne faut pas, Alexia, c'est pas grave. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, il y a une préconisation quand même de ça, et c'est ça. Et on te dit, ah, tu devrais, c'est mieux pour le bébé. Donc c'est ça, elle s'en veut parce qu'elle pense qu'elle aurait dû se battre encore plus, en fait. En fait, on s'en veut un peu constamment tout le temps quand on devient parent. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on décide, on se dit toujours, j'aurais pu faire autrement, est-ce que ça aurait été mieux ? Et ça, c'est épuisant, en fait. Et surtout dans les débuts où on est déjà épuisé par les nuits, en plus, on est épuisé par les décisions constantes qu'on doit prendre. Et c'est vrai qu'après, avec le temps, on apprend à assumer ses décisions et à se dire, bon, ça peut être de cette façon-là aussi et c'est pas grave. Mais... Avec un conseil clé qui restera peut-être du film pour les futures mamans qui vont le regarder, et je pense qu'il faut que les futurs papas le regardent aussi, les papas, vous regardez. Je crois qu'elle est sage-femme, la personne qui dit ça, mais c'est peut-être la gynéco, qui lui dit qu'il faut lâcher prise. Vous n'allez pas garder le contrôle de tout avec votre enfant. Devenir mère, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est à la fois cette angoisse, mais c'est l'apprentissage de la perte du contrôle, qui ne semble pas évident chez Alexia. Parce qu'on la voit bosser, elle travaille dans un bar, elle est très dynamique, très organisée, très pas facile. Oui, je pense qu'elle avait l'impression qu'elle saurait qu'elle saurait reprendre le contrôle de sa vie, décider. Et en fait, là, en effet, c'est là où il y a cette prise de décision où elle se rend compte qu'en fait, maintenant, une nouvelle vie va s'offrir à elle, enfin, s'ouvrir à elle, où en fait, ça va être très, très compliqué de... La perte de contrôle, c'est vraiment ce qu'on apprend. En fait, c'est un apprentissage de devenir parent et on apprend à perdre le contrôle sur tout. Le travail qu'elle perd, le bébé, on ne comprend pas ce qu'il a. Donc, qu'elle perd, parce que le comportement de son patron, on ne fait pas... Pas dingue. Il est pas évident. Cécile Kindria-Armel de Roquigny qui réalise ce documentaire Naître mère que vous avez pu voir tout récemment sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté et que vous pouvez d'ores et déjà et dorénavant voir également sur France.tv. On continue à parler de ce documentaire, de ce que c'est que de devenir mère, juste après l'Anti-Sèche. Guillaume Buan. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Un anniversaire aujourd'hui, la première bougie soufflée par la Cité internationale de la langue française. On avait parlé de son ouverture ici il y a un an. On fait un premier bilan. Oui, 233 millions d'euros investis, 4 années de travaux et des portes qui se sont donc ouvertes en novembre 2023. C'est au cœur du château de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, qui a pour l'occasion été entièrement rénové. Un lieu pas choisi au hasard. Non, François Ier y a signé notamment un de ses actes les plus fameux, l'ordonnance dite de Villers-Cotterêts, c'est-à-dire que le français est devenu la langue
officielle du droit et de l'administration. Là aussi, Molière y a joué son Tartuffe, censuré à Paris. Et puis c'est là où vécut également Alexandre Dumas, un château qui est un lieu culturel entièrement dédié à la langue française et aux cultures francophones. La cité a pour ambition de partager, de faire aimer au plus grand nombre une langue vivante, réinventée par tous ceux qui la pratiquent, que ce soit dans le monde ou chez nous en France. Son parcours, près de 1200 mètres carrés, une riche programmation culturelle déployée dans plusieurs salles d'exposition qui sont temporaires. Il y a une salle de spectacle, des cours, des jardins, un café, une librairie. Bref, vous avez vraiment de quoi faire et donc profiter. C'est ce premier lieu culturel entièrement dédié donc à cette langue française qui permet de partager, de faire vivre la richesse, la diversité avec la collaboration des partenaires locaux, de la région et bien sûr de l'État. On se souvient d'Emmanuel Macron qui était présent pour l'inauguration, tout à fait. Donc voilà, on voulait mettre en avant tout simplement cette cité. Alors premier bilan, est-ce qu'il y a du monde? Oui, plus de 260 000 visiteurs qui ont franchi les portes de cette cité internationale de la langue française, notamment pour découvrir son parcours qui est permanent, visiter son exposition qui est temporaire là aussi, pour profiter de la programmation qui est culturelle et qui est là aussi très variée. 2 tiers des visiteurs, donc ça équivaut à près de 40% qui viennent de l'Aisne et qui ont pu apprécier simplement à cette offre. Ouais, non. 2 tiers de 40%, c'est ça que vous avez pas? Ah, 2 tiers de 40%? Oui. Ah oui, d'accord. Vous avez, donc, oui, je sais que je suis pas bon en maths. Ouais, mais moi non plus. Alors c'est pour ça qu'à nous deux, on va pas y arriver. Depuis son ouverture, la cité a déployé une programmation éclectique et ça avait été annoncé par Barbara Cassin qui avait suivi tout le projet, très pluridisciplinaire. Tout à fait. La première exposition temporaire de la Cité internationale de la langue française sous le commissaire Bertrand Dical intitulée « C'est une chanson qui nous ressemble, succès mondiaux de la musique populaire francophone ». Elle va se poursuivre jusqu'au 5 janvier de l'année prochaine. Je vous propose de regarder un extrait. Oh, Champs-Élysées. Oh, dada. Na 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 dada. Chanson française? Ouais. I know only the title. You want me to sing? Quand il me prêtait tes bras, je vois la vie en rose. Oui, je veux mourir sur scène. Je serai sans remords pour que tu m'aimes encore. Olema, donne-moi ton cœur. Oh my gosh, I only know like one line. Ouais. I don't know. Comme that. Non. lucky fancy, lucky fancy. Tu ne veux pas travailler. Tu t'es KO à côté. Où t'es, papa, où t'es, papa, où t'es. C'est une chanson. Non, mais c'est très divers. Petite les chanson. On est d'accord, hein. On en connaît trop. Quoi? On en connaît trop des chansons. Oh non. En passant de Barbara à Aznavour, encore à Edith Piaf, il y a des chansons modernes, mais des chansons qui le sont un peu moins. Justement, Les Feuilles mortes de Jacques Prévert, là aussi, vous allez pouvoir y retrouver son texte. Sur près de, effectivement, 400 mètres carrés d'exposition, 5 salles avec des ambiances qui sont complètement différentes. Il y aura le cabaret, le music-hall, le dancing, la pop, et puis la musique de rue, là aussi, qui sera donc mis en avant. Il y a plus de 15 000 scolaires aussi qui ont pu profiter de la cité, donc de la langue française et donc de cet accueil. Donc si vous voulez profiter de cette exposition, ce sera du mardi au dimanche entre 10h et 18h30 avec un billet qui vous donne accès à cette visite permanente mais aussi aux expositions temporaires. 9 € notamment pour le tarif, c'est notamment pour les moins de 26 ans. Pour les plus de 26 ans, vous en comptez 18 € et puis c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Foncez-y. Merci beaucoup Guillaume. Petite chanson? Toujours pas? Oh, Champs-Élysées. Excellent. Plus nous creusons, plus nous nous rendons compte que nous sommes des centaines, des milliers, des millions à vivre ou à avoir vécu cet enfer et que personne n'a rien dit de peur d'être jugé, d'être prise pour de mauvaises mères. Nuancer le bonheur de la maternité, c'est bousculer une société entière qui nous impose des portraits de mamans comblées, résolument heureuses. Extrait du dossier de présentation de ce documentaire Naître mère. On continue à en parler avec ses autrices. Pas facile d'être enceinte, surtout à la fin pour Alexia. L'enfant est là et elle dit c'est pire. C'est pire quand il arrive, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, on pense souvent que toutes les mamans enceintes, elles ont hâte d'accoucher. Elles disent non, mais là, j'ai hâte d'accoucher enfin après. Et d'ailleurs, il y a même un moment, elle dit je me reposerai après.
Et en fait, on croit vraiment que la grossesse, c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose de beaucoup plus apaisé, dont on doit toujours vanter les mérites. Et en fait, c'est pour ça, et là, elle se dit, elle prend conscience qu'en fait, ah non, mais en fait, c'était encore plus facile avant. Et dans ce quelque chose, il faut, et de ce point de vue-là, Alexia était là encore une personne tout à fait remarquable dans la façon dont elle s'offre à vos caméras, parce qu'elle montre tout ça, il faut retrouver un corps qui ne ressemble plus du tout à ce qu'il était. Et ça ne revient pas en un clin d'œil. Ah oui, ça c'est vrai que le corps, elle a été très cool, parce que c'est d'ailleurs, je crois que des copines à elle, on lui dit, mais tu leur montres ton ventre et tout, ils filment tout ton... Et c'était hyper important de montrer ça, parce que ça, c'est un truc pour le coup, on ne voit pas, on ne sait pas, et c'est très très dur de se voir dans le miroir quand on vient d'accoucher. Heureusement, le temps fait que ça aide, mais son corps change, je veux dire, pour la vie, parce que je crois que les hanches s'élargissent, on ne retrouve plus le même corps. Et ça, pareil, on ne nous le dit pas vraiment jusqu'à ce qu'on s'en rende compte tout seul. Et puis on passe d'un corps qui est très beau, quand même, un corps de femme enceinte, même pour la société, c'est un corps très beau, tu portes la vie. Toutes les femmes enceintes à qui diraient, j'ai peut-être pris un peu trop de poids, ah non, t'es tellement belle. En revanche, le lendemain de leur accouchement, c'est terminé. Ouais. Les traits sont creusés. Vous dites, on retrouve son corps. En fait, on le recherche parce que c'est un effort considérable. Il faut faire du sport, il faut se remuscler tout ce qui a été abîmé, éventuellement par de la chirurgie. Enfin, c'est quand même et ça prend une sacrée épreuve, quand même. Il y a les douleurs, enfin, il y a le périnée en soi qu'il faut retrouver, donc ce qu'on ne voit vraiment pas, mais qui fait mal. Et ensuite, il faut retravailler pour éviter des incontinences, etc. Plus tard, on dira qu'on aura plus tard. Et puis alors, il y a son corps. Et souvent, comme on est épuisé et qu'en fait, on s'occupe d'un bébé, on n'a pas le temps de s'occuper de son corps. Donc, c'est ça. Souvent, moi, j'ai dit à Alexia, ça peut prendre 1 ou 2 ans. Il faut vraiment que tu acceptes que ça ne va pas revenir dans quelques mois. Et moi, j'étais persuadée dur pour elle d'accepter ça. Que ça n'aille pas vite. Oui. Ouais. Faut dire, là encore, je le redis, mais elle a ce côté assez génial et en même temps très impatient, très volontariste. Dans ce qu'on ne raconte pas forcément, dans ce qu'on ne dit pas forcément non plus, c'est que vous êtes un couple, vous construisez, enfin je dis vous, je peux me mettre dedans d'ailleurs, on se construit un petit intérieur cosy, comme on aime, etc. Quand l'enfant arrive, l'intérieur cosy, il n'y a plus. Tout est littéralement colonisé, même quand on est ordonné, c'est pas le sujet, mais tout est colonisé par la venue de cet enfant. Ah bah oui, tout. Montrez-vous l'appart, le phase. Oui, tout, en fait, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, on pense quand même qu'on va pouvoir avoir le temps de ranger, de cuisiner. Par exemple, la cuisine, c'est quelque chose où maintenant on commence à nous dire, avant que tu accouches, prévois des plats surgelés parce que tu n'auras le temps de rien. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas trop prendre au sérieux au début. On se dit, ben non. Et en fait, entre les pleurs, les couches, le bain, même quelquefois, en fait, prendre une douche soi-même en tant que maman, et ben à la fin de la journée, on l'a pas prise, on n'a pas eu le temps parce qu'en effet, c'est le chaos total dans cet appartement qu'on avait en effet bien préparé. Il y avait cette chambre parfaite. Il faut faire les photos avant. Ouais, c'est ça, clairement. Il y a aussi la relation qui est colonisée, le couple. Alors voilà, c'était le point auquel... La problématique, c'est aussi ça, c'est en fait, il faut réapprendre à vivre à 3. Ouais. Et alors pour moi, ça a été un choc énorme. Je me souviens du souvenir de mon copain qui arrive dans la chambre et qui ne me dit pas d'abord bonjour, qui dit bonjour à notre fille. Il avait complètement raison. Il dit, ça fait 15 ans que je suis avec lui, et là, alors moi, je suis occultée. En fait, voilà, il faut retrouver un équilibre à 3, et ça bouleverse aussi. Et puis en plus, les tensions, la fatigue, en plus, faut rêver à tenir, en fait. C'est surtout ça. Souvent, je dis à des copines, en plus, avec le deuxième, c'est encore plus dur, il faut tenir. N'oubliez pas que vous vous êtes aimés. Moi, à un moment, je me suis dit, mais j'ai aimé ce type dans ma vie. Et je leur ai dit, écrivez ce que vous pensez l'un de l'autre avant que le bébé arrive, parce que vous allez voir, vous allez oublier ce que c'est de s'aimer. Ouais. On a des rôles, quelquefois. Alexia, elle le dit d'ailleurs, elle dit à un moment donné, entre la petite et... Et oui, exactement ce qu'elle dit à la fin. Ouais. Je préfère la petite quand même. Bah oui. Ouais. Et vous vouliez dire quelque chose, pardon, je vous ai interrompu. Non, oui, parce qu'en effet, dans le couple même, il y a des rapports qui sont changés, puisqu'en fait, la maman aussi prend peut-être souvent d'ailleurs la maman, parfois parce qu'elle allait et parfois parce que quand même... et on prend l'ascendant, en fait, dans son couple, et on se trouve à ordonner au père de l'enfant de faire des choses. Donc ça aussi, c'est complètement perturbé, et on a l'impression qu'on a la légitimité absolue de lui dire « mais non, mais tu fais mal ». Enfin, en fait, donc c'est un couple qui est complètement mis à l'épreuve, quand même. C'est ça. Alexia, on n'a pas l'impression qu'elle soit trop comme ça. Par moments, elle demande de l'aide même. Alors, non, alors elle, c'est l'inverse. Ouais. En fait, au début, elle a complètement... en fait, un peu perdu pied. C'est ça. Elle avait l'impression qu'elle ne savait pas s'en occuper. Elle lui demande à lui de s'en occuper, de lui montrer. Elle dit j'y arriverai pas, etc. Il y a quelque chose d'assez joli dans la dynamique de relation qui se joue d'ailleurs à ce moment-là du film. On voit aussi, c'est vers la fin, une séance collective. Plusieurs alors parents, parce qu'il y a aussi des papas d'ailleurs dans cette scène, qui viennent parler, qui viennent partager. Et ça a l'air de faire quand même le plus grand bien à tout le monde. Oui, en fait, c'est vrai que ce qui était important dans le film, c'était de vivre l'histoire d'une femme et qu'on soit tellement dans sa vie qu'on ressente tout ce qu'elle ressent. Mais c'était aussi important de montrer qu'elle n'était pas seule, parce que sinon on allait nous dire oui, c'est un cas particulier. Donc c'était aussi important d'entendre d'autres femmes raconter leur parcours. Et là, on se rend compte qu'effectivement, c'est généralisé. Chacun a ses problèmes et on ne vit pas tous la même maternité, le même postpartum.
Mais ça reste extrêmement intense pour tout le monde. Et ça leur fait en effet du bien de partager, de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules à avoir traversé les mêmes questionnements, les mêmes doutes, les mêmes angoisses. Et c'est ça, je pense que c'est des groupes de parole. Les familles reviennent, elles ne viennent pas une seule fois, elles reviennent pour des problèmes qui sont un peu différents 6 mois plus tard, parce qu'en effet, il y a ce postpartum immédiat des quelques mois qu'on a filmé, mais il y a un peu l'après aussi. Et en effet, je pense que ça soulage tout le monde de se dire qu'on n'est pas seul, en fait. Vous avez arrêté de la filmer, là, Alexia, ou vous continuez ? Non, on aimerait, mais il n'y a pas de saison 2. Il n'y a pas de saison 2. Qu'est-ce que, chez vous, ça a pu réactiver ? Est-ce qu'il y a des moments en tournant où l'une et l'autre, vous n'étiez peut-être pas là tout le temps ensemble, d'ailleurs, vous êtes peut-être relayés, je ne sais pas. Si, tout le temps ? On était tout le temps ensemble, on était à 2 caméras, on était tout le temps. 2 caméras, tout le temps ensemble. Il y a des moments où vous regardez, ou des moments où, en débriefant en fin de journée, vous vous dites, attends, ça c'est... Moi, j'avais un peu peur que ça me... J'ai décidé de ne pas avoir de deuxième enfant parce que j'ai trouvé ça tellement chamboulant que je n'en ai pas d'autre. Au-delà, enfin, il y a plein de choses, mais voilà. Et donc, je m'étais dit, ça va réveiller en moi l'envie d'un deuxième enfant. Oui. Alors, je peux vous confirmer que ça n'a pas du tout réveillé ce sentiment-là en moi. Mais je ne sais plus quelle était la question. Si, non, mais c'est ça ce qui avait bougé en vous, oui. Parce que vous avez dit en début d'entretien, et d'ailleurs vous l'expliquez dans le dossier, que vous aviez fait ce film parce que ça renvoyait vos expériences personnelles. Je vous demandais juste ce que ça avait fait bouger pour vous de le faire, ce film. Oui, et d'ailleurs, ce qui était très drôle, c'est parce qu'on n'a pas vécu le même postpartum. On avait cette envie très forte d'en parler toutes les deux, mais on n'a pas vécu le même. Et quelquefois, je lui disais, t'as vu, ça c'est incroyable, il faut vraiment que ça transparaisse dans le docu parce que c'est tellement ça. Et elle me disait, moi, moins, mais ça. Et en fait, voilà, on s'est retrouvées chacune quelque part sur les mêmes sujets, quelquefois sur d'autres, mais oui, ça a résonné très très fort en nous quand même. Donc il n'y a quand même pas 2 histoires qui se ressemblent exactement. La question que pose Alexia à la fin, est-ce que l'angoisse est la même quand ils sont grands ? Et je ne sais plus qui lui dit non, c'est pire. Sa maman. C'est sa maman qui lui dit ça. Petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. C'est ça. Nous, c'est pas encore, parce qu'apparemment, c'est plutôt à l'adolescence qu'on se rend compte que c'était mieux quand ils étaient petits. Nous, on est dans la période sympa, je pense. 4-5 ans. C'est beaucoup plus facile quand ils sont bébés et c'est pas encore en pleine crise d'ado. Est-ce que vous vous retrouvez alors, parce que dans le film, pareil, à un moment, Alexia dit, je cite, mon bébé c'est toute ma vie, moi je ne suis plus rien, ce qui est là encore une des, je n'ose même pas dire punchline, mais enfin une des répliques fortes du documentaire. Moi je pense que c'est ça qui m'a vraiment fondamentalement donné envie de faire ce documentaire, je savais que je serais contente d'être maman, je savais pas trop, j'avais toujours projeté d'être maman, mais en fait là je me suis dit en fait elle et rien d'autre, en fait. Mon travail passe après, tout passe après, en fait. Et je ne pensais pas que je serais tellement submergée par cette vague d'amour. Hein. Et dans Dévorant, c'est beau, mais c'est dur, en fait, d'être dévorée par cet amour. Et donc, oui, moi, 100%. Ouais, en fait, j'en parlais à ma belle sœur qui va bientôt avoir un enfant. Et je lui disais, en fait, c'est... Je lui montrais le film. Très dur, exactement. J'hésite toujours maintenant, je ne sais pas qui devrait voir ça. Et je lui dis, en fait, ce qui est très dur, c'est cet amour qui est tellement fort, qui te rend fou, en fait. Parce que ton enfant est constipé, ton pote serait constipé, ton conjoint est constipé, tu t'en fiches. Ton bébé est constipé, t'es en panique. Je ne comprenais pas pourquoi. Enfin bon. Voilà, donc je lui dis, c'est la problématique d'aimer tellement cet enfant que tout est exacerbé. Oui. Ça emporte tout. Ouais. Merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Je rappelle que le film est visible sur la plateforme France.tv. C'est une coproduction Lebodoc ASLC Productions avec France Télévisions. Film donc écrit et réalisé par Cécile Kindia et Armel de Rocchini. Vous restez, si vous voulez, bien avec nous, parce que dans les moments sympas, il y en a quand même un ou deux d'avoir un enfant. Il y a les lectures qu'on peut faire à ses enfants. Et ça, on a une spécialiste pour ça, c'est Célie Luton. Et tous les vendredis, on pousse donc les portes de la librairie de Célie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous avez choisi une petite... Oui, vous dire bonjour. Oui, tout le monde. C'est parce qu'ils lisent, vos enfants, maintenant. Vous leur lisez les histoires. Oui, on doit être à la lisière, vu leur âge. Ils vont bientôt lire. Ils vont bientôt lire. Alors, peut-être qu'ils vont bientôt lire des ouvrages autour du Moyen-Âge. Oui. Sélection de 3 livres. On commence avec Chevalier Xavier de Martine Bourg. C'est chez Pastel, donc l'école des loisirs. Oui, un énorme coup de cœur, même si c'est pas du tout une nouveauté. Il est génial. Oyez, oyez, Chevalier Xavier n'est pas chevalier au début de l'histoire. Il est jardinier. Il plante des choux, des poireaux et des carottes. Et le roi Godefroy décide d'aller s'étripailler contre l'ennemi. Et on y va. Et ben non, ça marchera pas parce que notre chevalier Xavier, il est accompagné d'un fidèle destrier avec un fort caractère. Et il refuse d'aller combattre sans sa cotte de maille. Voilà, il est un tantinet pacifiste, il ne veut pas y aller. On est sûr que c'est un cheval, c'est pas un âne? Non, c'est un très beau cheval, attention, les dessins sont sublimes, mais bon, un petit peu de caractère, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Martine Bourg, pour quel âge? À partir de 3 ans.
Pourtant, il y a du vocabulaire, hein, vraiment. Là, moi, déjà, carabistouiller, là, je ne sais plus ce que vous avez dit. Et tripailler, oui, voilà. Oui, c'est dedans, hein, j'ai cité. Ouais, il y a crotte aussi. Ah non, des côtes, pardon. Des boulons, des côtes en plomb avec des boulons, des carapassons avec des pompons. Allez, Perceval, Clotilde Bruno, Chevalier Gambette, Métachromia. Oui, alors ça, fin primaire. Bande dessinée adaptée du célèbre roman, même si c'est un peu protéiforme, de Chrétien de Troyes, Perceval ou le Comte du Graal. Donc là, notre Perceval, il a 15 ans, il est fringant, toujours un peu naïf. Au revoir maman, je vais faire ma quête et j'y vais et j'y crois. Mais je vais rater, je vais recommencer, mais j'y crois toujours et je vais tout faire pour y arriver, quitte à être un petit peu orgueilleux. Mais c'est très beau. Le dessin est sublime. Il a un petit côté ado un peu dépassé au début, non? Ah oui, un petit peu. Ah, oui, même beaucoup. Garçon, quoi. Ado, garçon, pato. C'est ça, mais je vois très bien. Assumé. Et puis c'est Nathan, donc c'est quand même un éditeur où c'est un éditeur scolaire au départ, donc l'œuvre d'origine est respectée. Le texte à la narration, Clotilde Bruno, elle était aussi au scénario des bandes dessinées mythologiques, vous savez, de Luc Ferry, quand même plus sérieuse, mais c'est tellement bien fait. Et les couleurs. Voilà. Et on redit quand même pourquoi, parce que ça, c'est toujours très important. Par exemple, dans une double page comme ça, où il y a très peu de texte et beaucoup de dessins, on croit que c'est facile pour les petits et que nenni. Eh ben non, oyez, oyez. Il faut lire une bande dessinée, oyez, oyez, dans le sens correct. Et il faut bien comprendre ce que ça raconte, etc. etc. Donc c'est pas si évident. C'est pas parce qu'on voit plein de dessins et peu de texte que c'est pour les petits. On termine avec Liz Shiven. Je vais vous montrer la tranche du livre. Regardez-moi ça. Tadam ! Une âme pour une âme. Oui, c'est un tome 1. La promesse d'Avalon. Tome 2 déjà, c'est l'histoire de Gwen. Alors Gwen, au début de l'histoire, tranquillou doudou, 21e siècle et jean basket. Cool. Et on tombe dans le fantastique, fantasy même. Elle est l'héritière, l'une des très très lointaines descendantes de la Dame du Lac. Et elle est par conséquent la gardienne d'Excalibur, l'épée légendaire. Donc il faut protéger Excalibur. Quand Excalibur est entre ses mains, elle est invincible, mais elle va se retrouver malgré elle avec Tristan, un démon. Lui, il n'a qu'une idée, c'est de repartir aux enfers. Terminé. Mais un démon assez séduisant, non? Ouais, il est séducteur, en tout cas. Un petit peu, oui, un petit peu. Ouais, un peu plus que ça, apparemment. Oui, mais c'est de la romance que je conseille. D'accord. C'est pour la jeunesse. Alors, si c'est de la romance que conseille Célie, vous pouvez y aller parce que c'est de la bonne romance. Elle est très, très vigilante sur la romance qui est très à la mode. Une saga de fantaisie intense et captivante, c'est chez Flammarion. Quel âge, là, pour le coup, collège? 13 ans, oui. 13 ans? Oui. Super. Parce qu'il y a quand même de la bagarre aussi, attention. Merci beaucoup. Une âme pour une âme, la promesse d'Avalon, c'est donc chez Flammarion. Merci pour tous ces conseils. Ils aiment bien vos enfants? Merci. Oui. Vous aimez beaucoup les histoires. Ils aiment qu'on aime pour leur lire. Vous lisiez des histoires. N'arrêtez pas de lire. Je me permets un truc de vieux. Il faut continuer à lire des histoires aux enfants. Céline ne me démentira pas, même quand ils savent lire. Sinon, ils ont l'impression que leur maman ne les aime plus. Oui. Non, il y a des études là-dessus. Ah, j'adore. Après, vous allez dire, ouais, on ne me l'avait pas dit. Bah, si, voilà, je vous préviens. Et c'est ça la tête que vous faites. Non, mais alors, je rêve. Céline, merci beaucoup. Armelle, merci beaucoup. Et Cécile, oui, non, Cécile, Célie. Bref, voilà, merci à toutes. Merci aussi pour le maquillage à Laure Audemont, pour la préparation de l'émission à Marine Plantec, qui est en régie aujourd'hui, avec au son Saïd Mamou à la réalisation, Romain Luc. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. La quotidienne vous a été présentée par Microsoft.